Jeannette a 19 ans. Cette jeune femme, chétive et timide, a mis du temps à trouver sa place dans ce monde. Enfant, elle se sentait décalée. À la moindre émotion, elle s'écroulait pendant 1 heure ou 2 sans qu'aucun effort ne parvienne à la ranimer. Ses siestes avaient fait d'elle une attraction populaire auprès de ses camarades qui prenaient plaisir à l'effrayer. À force de la voir s'endormir dans ses plats de cantine et dans les cours de récréation, on prit rendez-vous chez le médecin, qui, après une série d'examens et de tests, la diagnostiqua narcoleptique. Ses parents, ainsi que l'ensemble des équipes scolaires et périscolaires, furent rassurés qu'on ait donné un mot à ces étrangetés. Mais malheureusement, si les mots parfois consolent, ils ne sont pas toujours annonciateurs d'un nouveau printemps. Le temps passait, et personne ne savait vraiment quoi faire d'elle. Aucun des employeurs de la région ne voulait d'une jeune femme rêveuse qui, de surcroît, pouvait s'endormir à tout moment. C'est au mieux dangereux, au pire absolument pas rentable. Voilà ce que les patrons disaient à la conseillère chargée de lui trouver un emploi, en même temps qu'ils lui fermaient la porte au nez. Au bord de l'abandon, c'est avec l'énergie du désespoir que la conseillère se décida de se rendre chez l'ultime commerçant qu'elle n'avait pas sollicité. Au milieu de la rue, animée du quartier voisin, vivait un vieil antiquaire, docteur, réparateur des mécaniques des instruments de mesure, également exposant de vieilles curiosités répondant au nom de Hubert. Le vieil homme, de son propre aveu sur la pente descendante, avait besoin d'un apprenti pour reprendre sa boutique. La conseillère détailla toutes les subventions et avantages fiscaux octroyés pour la prise en charge d'un handicapable. Ça ne pouvait pas faire de mal à un commerce peu florissant. N'ayant en effet pas vraiment bénéficié du retour sur le devant de la scène des commerces dits vintage, le vieux monsieur avait parfois des fins de mois difficiles. Après quelques minutes de réflexion, il répondit à la conseillère qu'au moins ici, avec tous les instruments de mesure, les absences de Jeannette ne lui semblaient pas un problème insurmontable. Certain qu'il parviendrait à s'adapter l'un à l'autre, il accepta. Jeannette commença son apprentissage la semaine suivante. Monsieur Hubert lui cousu contre toute blessure un costume rembourré en forme d'astronaute. Dans le calme de la petite boutique, elle parvint petit à petit à vivre normalement, entourée d'objets antiques, d'une clientèle quasi inexistante et d'un vieux qui n'arrivait plus à courir. Les sources de stress n'étaient pas nombreuses. Après avoir terminé son apprentissage, il fut convenu qu'elle reprendrait la boutique à la retraite d'Hubert qui l'avait prise en affection. Elle en était satisfaite. Ce jour-là, elle se dit en baissant le rideau que le chemin était plus sûr quand on marchait dans les pas d'un autre, sans savoir que sa rassurante routine n'avait plus beaucoup de jours devant elle. Le lendemain, des événements curieux se manifestèrent à la boutique. Un nombre de clients incroyable était venu, créant une queue qui s'étendait jusqu'au trottoir d'en face. Par un étrange hasard, tout le quartier avait l'air décidé à réparer ses babioles le même jour. Dans un premier temps, ni Jeannette ni Hubert n'avaient à se plaindre de l'affluence. Après tout, ils officiaient dans un domaine désuet où l'activité manquait souvent. Mais la rue ne désemplissait pas, si bien que l'enthousiasme laissa vite place à l'agacement, agacement lui-même doublement renforcé par la vanité de leurs efforts, car malgré leur acharnement, ni Hubert ni Jeannette ne parvenaient à déceler l'origine des dysfonctionnements. Ils avaient beau démonter et remonter des mécaniques, soigner les aiguilles, rien n'y faisait, et les clients qui avaient été convaincus d'acquérir un objet remis à neuf revenaient le lendemain pour rouspéter. Les jours passaient et ne se ressemblaient pas. De plus en plus de travail, de plus en plus de disputes. Très vite, même l'autorité d'Hubert ne parvenait plus à calmer la foule. Jeannette, désemparée, restait les yeux écarquillés, vissait à son ouvrage, et tentait tant bien que mal de ne pas se laisser déconcentrer par le tumulte. Jusqu'à ce qu'un jour, Hubert, n'en pouvant plus, plaça devant l'entrée un panneau où on pouvait lire « Vacances annuelles ». Il baissa le rideau et la lumière pour simuler un départ à la mer d'une durée indéterminée. La boutique était plus calme.
et Jeannette passait à présent ses journées absorbée par son travail, à tenter de rattraper l'immense retard qu'elle avait sur ses commandes. Parfois, elle s'accordait une petite pause et s'arrêtait près de la petite fenêtre de la remise pour regarder à l'extérieur. Pour la première fois, elle, qui pensait n'avoir jamais d'autre ambition que le réconfort de la boutique et du petit appartement joliment décoré au-dessus de celle-ci, s'avoua qu'elle se sentait à l'étroit dans cette pièce et curieuse de ce qui se passait au dehors. Au fil des jours, elle se laissait râler à des rêveries plus profondes et toujours plus lointaines qui absorbaient tout son temps. Elle vivait des aventures et visitait des continents en songe, pendant qu'ici, ses gestes devenaient imprécis. À ceux qui pensent les êtres rêveurs improductifs, il arriva à Jeannette ce qu'il convient d'appeler un contre-exemple. Alors qu'elle revenait parmi nous, ses gesticulations inconscientes lui avaient offert la solution au problème de ses clients. Elle s'apprêtait à rejoindre Hubert afin de lui partager sa découverte qu'elle chérissait déjà comme un trésor. Elle était précisément à mi-chemin lorsque le destin vint sonner à la porte de service. Comme elle ouvrait, croyant se rendre au-devant d'un détour anecdotique, elle aperçut 2 hommes, grands et gros, en costume 3 pièces. Le destin avait apparemment décidé de prendre la forme de méchants de films d'espions. Ne prenant pas la peine de saluer, l'un d'eux bloqua la porte pendant que l'autre entrait sans invitation. Ils pénétrèrent ensuite dans l'atelier de la boutique et la mirent en branle-bas, manifestement à la recherche de quelque chose. L'un d'eux se retourna et grommela à propos de M. Hubert, tandis que Jeannette sentit ses jambes s'affaisser. Quand elle se réveilla après le chambardement, elle n'avait aucune idée de combien de temps elle était restée assoupie. Laissée à même le sol, dans une position ridicule, elle souffrait d'un torticolis et ses muscles étaient douloureux. Elle cligna des yeux plusieurs fois avant de voir clair, puis aperçut les 2 hommes un peu plus loin. Ils encadraient Hubert, ligoté sur une chaise. Pétrifiée, entre la surprise et un état sommeilleux, elle ne trouva pas le courage d'exiger des explications lorsqu'on lui saisit le bras. Ils installèrent d'abord Hubert à l'arrière de leur voiture. La résistance de son mentor leur rendit la tâche difficile. Jeannette remarqua alors que les rues qui entouraient sa boutique étaient à présent complètement différentes de ses souvenirs. Déjà, d'un point de vue de l'hygiène, ça s'était rapidement dégradé. Dans la rue, les emballages volaient, les papiers et les feuilles mortes n'étaient plus ramassés, les rideaux des commerçants étaient baissés, et plus personne ne flânait. Comment avait-elle pu passer à côté de ça ? Hubert sortait pourtant régulièrement. Pourquoi ne l'avait-il pas mise au courant ? Ces kidnappeurs l'installèrent sur la banquette arrière du véhicule. Le conducteur mit le contact et, après quelques centaines de mètres, s'engagea sur la route du centre-ville. La poitrine de Jeannette brûlait de questions que n'importe qui d'autre aurait précipitamment posées à sa place. Qui étaient ces hommes ? Où l'emmenaient-ils ? Que s'était-il passé ? Elle pressait fort sa main contre son cœur, cherchant à faire sortir des mots qui ne voulaient pas venir, et Hubert, bâillonné, ne pouvait guère s'exprimer à sa place. L'homme, installé à côté passager, alluma la radio, ce qui permit à Jeannette d'accéder, via le bulletin de la mi-journée, à ses premières informations. Des milliers de réfugiés persuadés que le phénomène serait moins violent sur la ligne équatoriale se sont rendus dans les divers pays qu'elle traverse. À l'heure où nous nous exprimons, nos correspondants présents sur place nous indiquent que les autorités de l'Équateur, de la Colombie et du Congo ont à présent fermé leurs frontières et discutent de légiférer sur l'expulsion de nos ressortissants. Écoutons les réactions de nos invités. On nous dit que nous sommes face à un phénomène de type naturel dont nous ne pouvons pas prévoir le déroulement. Mais nous savons très bien les conséquences culturelles catastrophiques auxquelles nous faisons face. La désorganisation ambiante laisse toute la place aux différents lobbies féministes, LGBT, antiracistes de reconstruire ce pays à leur image. Il est de notoriété publique que ces mêmes personnes ont fait un voyage commun en Syrie afin de se concerter et de s'allier dans un affreux projet commun. Par ailleurs, sommes-nous certains que ce phénomène soit vraiment d'ordre naturel ? Que faisaient Adèle Haenel et RuPaul lorsque tout ceci a commencé ? Toutes ces forces qui complotent ardemment depuis des années n'auraient-elles pas enfin concrétisé leur alliance dans un geste ultime et renversé eux-mêmes le globe terrestre en nous faisant croire à un accident et en mettant en œuvre... Le conducteur coupa brusquement la radio. Il regarda Jeannette à travers le rétroviseur et, à son étonnement, se décida à engager la conversation. « Y a combien de temps que t'es pas sorti ?»« 1 semaine, murmura-t-elle. « Merde !
T'as raté tout le bordel. Pas étonnant que tu fasses ces yeux-là. Ça fait des jours qu'on vous cherche, toi et le vieux. Le gouvernement, apparemment, ils ont besoin de vous. Je me demande pourquoi faire, parce que vous n'avez pas trop l'air de pouvoir les aider. Vous étiez pratiquement les derniers dans ce secteur. Pour vouloir rester ici, vous ne devez pas avoir un bon instinct de survie. Tu sais ce qui se passe au moins ? Jeannette répondit par un silence de circonstance. Lui, emporté par son monologue, n'attendait pas vraiment de réponse. Inversion des pôles magnétiques, qu'ils disent. À part ça, personne n'est d'accord, ou personne ne sait. Et encore, c'est pour ceux qui y croient. Tu captes ? Ça fait baliser tout le monde. J'ai jamais vu des gens partir en couille comme ça. Et puis, tu verras le soir, hein. Y a même des aurores boréales ici. Tu me diras, c'est pas mal, c'est joli, mais faut pas trop rester dessous, d'après ce qu'on dit. Mais on sait pas trop, finalement. Ce qui est sûr, c'est que la moitié des gars du centre sortent avec une combi en alu. Ils ont une touche ridicule, mais après tout, je vais pas juger, hein, chacun fait ce qu'il veut. Après, j'ai envie de dire, dangereux ou pas dangereux, si je sors pas, c'est la dalle qui me prendra. Tout ce que je sais, c'est qu'on doit amener ton vieux et plein d'autres intellos là-bas. On a commencé la semaine dernière, on te pose dans un endroit pour parler au maire ou au ministre, quelqu'un d'important quoi. Je crois que personne se fait torturer, au cas où t'aies peur de ça. Quoique. Je peux rien te promettre, et il y en a des histoires sur les gouvernements. Mais je veux pas te faire peur, hein. Je dis juste qu'il y a des choses qu'on sait pas et on apprend plus tard. Tu captes ? En tout cas, tu vas pas tarder à tout découvrir toi-même, en arrivant en ville. En effet, plus il se rapprochait de la ville, plus l'effervescence s'accentuait. Le monde autour semblait de plus en plus maboule. Partout, divers groupes bariolés s'animaient. Jeannette n'avait jamais vu ça. Enfin, peut-être seulement à la télé pendant le Tour de France. Le premier groupe sur la gauche était composé d'une cinquantaine de hippies. Certains méditaient, assis en tailleur. D'autres tenaient des pancartes où on lisait « Les Mayas avaient raison. Accepte les nouvelles vibrations. Construisons le monde de demain. Départ collectif pour Bugarache sur la place à 18h. XOXO ». Il y avait des groupes imposants. D'autres étaient moins d'une douzaine. Chacun avait sa propre façon de communier. Il y avait ceux qui s'agitaient comme des épileptiques, d'autres étaient plus paisibles, absorbés dans leur quiétude. Certains psalmodiaient des chants mystiques, les paumes de leurs mains jointes ou ouvertes vers le ciel. Un autre groupe, celui le plus près de la chaussée, portait des t-shirts où était écrit « Collecte d'oxygène » en lettres capitales jaunes. Ils sautaient sur place pour attraper de l'air dans des ballons de baudruche qu'ils emportaient dans un endroit hors de vue. Plus loin, un groupe équipé de pelles et d'engins de chantier creusait le sol. L'un d'eux, à l'aide d'un mégaphone, alpaguait les chalands pour recruter des volontaires à la création d'une ville nouvelle et souterraine garantie sans radiation. Ça pullulait. Projets, processions et prières avaient poussé comme des champignons. Jeannette ne parvenait déjà plus à les compter quand le chauffeur annonça qu'ils étaient arrivés à destination. Ils furent escortés jusqu'à une porte d'entrée gargantuesque, en acier noir. On entendait un observateur derrière qui regardait probablement à travers le judas de la porte. Elle s'ouvrit quelques secondes plus tard. Au seuil se tenait un petit majordome à l'air pincé. Hubert et Jeannette furent confiés à une nouvelle autorité. Leur ravisseur, dont le nom restera ignoré, repartit dans sa voiture, démarra en trombe et disparut dans un long son de crissement de pneus. Le majordome posa son regard sur eux et, d'un air dédaigneux, leva son sourcil droit. Il retourna à l'intérieur et laissa la porte ouverte derrière lui comme seule invitation. La porte d'entrée était plutôt discrète, mais débouchait sur une cour pavée où un bâtiment néoclassique trônait majestueusement au sommet de marches de granit. Le hall était aussi pompeux que sa façade. Les murs étaient en marbre, agrémentés de colonnes et de portes sculptées qui s'étendaient à perte de vue. Alors qu'ils s'enfonçaient à l'intérieur, Jeannette tenta de retenir le chemin vers la sortie. Les pièces se succédaient et chacune, bien qu'inégale en largeur, longueur ou hauteur de plafond, était bien plus grande que leur boutique, atelier et remise compris. Ils suivaient l'homme, indéfectiblement silencieux, de porte en porte. Dans ce dédale, le majordome, lui, se déplaçait avec une aisance telle qu'il semblait flotter sur des petits nuages. En un jour seulement, Jeannette avait connu un kidnapping et l'annonce de la presque fin du monde, mais c'est toutes ces pièces qui achevèrent de la désorienter. Le majordome s'immobilisa enfin devant une porte titanesque en bois massif. Il s'arrêta un instant,
puis pivota sur lui-même pour se retrouver face à face avec Jeannette. Il lui jeta un regard intense, la fixa un instant d'un air toujours supérieur, puis d'un geste sec appuya sur la poignée. La porte entr'ouverte laissait s'échapper un brouhaha qui augmentait en intensité à mesure que l'entrebâillement s'agrandissait. Alors qu'il ouvrit la bouche pour la première fois, le majordome dut presque hurler pour se faire entendre. « Vous entrerez dans cette pièce en qualité de conseiller gouvernemental en outil d'orientation mécanique. Immédiatement après votre entrée, veuillez suivre les marqueurs verts chargés d'indiquer les sièges à laquelle il convient que vous vous installiez conformément à vos fonctions. » Tandis qu'il retirait le bâillon de la bouche d'Hubert, elle s'exécuta et pénétra dans un grand amphithéâtre. La porte par laquelle ils étaient passés débouchait sur le haut des gradins, tous occupés par un public particulièrement attentif. Sur la scène se trouvait une vingtaine d'hommes pris dans une discussion animée, assis à des tables richement ornementées. Jeannette aurait cru avoir été invitée à son premier opéra si elle n'avait pas reconnu quelques-uns des protagonistes présents sur scène et déduit qu'il s'agissait là du fameux gouvernement. Pendant qu'elle cherchait sa place, elle essayait de suivre leur discussion, mais rien n'avait de sens tant ils parlaient les uns sur les autres. « Assieds-toi, surtout ne dis rien. » Sitôt que Hubert eut fini sa phrase, le silence se fit. Toutes les personnes de la pièce les fixaient. La séance reprit son cours lorsqu'une petite dame au premier rang se leva. « Monsieur le Président, depuis le début de la phase d'accélération du processus d'inversion des pôles, nous constatons un affaiblissement constant de la valeur du champ magnétique. Jusqu'à récemment, il nous était impossible de construire un scénario qui établirait avec certitude l'avenir des pôles. En effet, au début, les multiples variations relevées par nos appareils nous faisaient espérer que le phénomène ne serait qu'une simple excursion géomagnétique. Mais conformément aux hypothèses précédemment avancées par les recherches paléomagnétiques, il semblerait qu'après cette phase d'accélération d'il y a quelques jours, la dynamique soit à la stabilisation traduite par une inversion totale des pôles magnétiques. » On répondit sur l'estrade. « Traduction en français, s'il vous plaît !» À présent, le pôle magnétique nord se situe définitivement au sud et le pôle magnétique sud est définitivement au nord, monsieur. Des nouvelles de nos satellites ? Un homme, situé dans la rangée suivante, pile devant Hubert, se leva. Il tenait une feuille dans ses mains tremblantes. Monsieur, comme je vous l'ai dit précédemment, il est à ce jour impossible de délivrer la moindre expertise. Les instruments servant à pister nos satellites étaient contenus dans des satellites qui ont eux-mêmes disparu. On peut me dire comment seulement peut-on perdre des satellites ? L'inversion des pôles magnétiques nous a fait perdre l'atmosphère et tous nos satellites. Le seul moyen de les récupérer reste manuel. Il faudrait envoyer des vaisseaux capables de les transporter jusqu'ici pour le remettre en orbite, et nous n'avons pas la technologie nécessaire. Mais vous êtes très pessimiste. Seriez-vous en train d'admettre que vous êtes aussi inutile que ces satellites ? J'ai des millions de personnes, des millions, qui me demandent pourquoi nous ne parvenons pas à trouver une solution. Tous les jours, je reçois des plaintes de leur PDG qui me demandent pourquoi je ne suis pas capable de rétablir les systèmes de livraison. Ils perdent vraiment beaucoup d'argent. Si ça continue comme ça, il ne va pas investir ici. Comment va-t-on faire ? Vous me désespérez. A-t-on enfin des experts dans les systèmes de localisation mécanique ? Tous regardèrent Hubert et Jeannette, qui alors comprirent qu'ils étaient les fameux experts en système de localisation mécanique. « Ah ! Ils ont trouvé les remplaçants !» Alors, pensez-vous que vous seriez capable de faire fonctionner les instruments mécaniques ? Vos prédécesseurs ont misérablement échoué. Jeannette se souvint alors de la découverte qu'elle avait faite juste avant d'être enlevée à la boutique, et heureuse de pouvoir aider le président manifestement ému, elle surpassa sa timidité et se lança. « Parce que le pôle magnétique était instable, mais maintenant qu'il ne l'est plus, il suffit d'inverser les cadrans. C'est une opération mécanique très simple, un débutant pourrait le faire. » « Mais c'est ridicule, l'aiguille indiquerait le sud. » « Mais ce n'est pas si grave, il suffit juste d'informer la population qu'à présent les aiguilles indiqueront le sud. La radio fonctionne, on l'a écoutée en arrivant ici. Finalement, il suffit juste de s'adapter, de retourner une carte et c'est bon. Le fait de tout voir par le nord, c'est juste une convention. Il faut changer un petit peu les règles, ce n'est pas plus compliqué que ça. » Le silence se fit. L'ambiance était glaciale. Jeannette prit conscience du caractère irréparable de son intervention. Le président grimaça, leva la main, et aussitôt 2 hommes foncèrent sur Jeannette qui allait se faire enlever pour la 2e fois de la journée. Hubert s'accrochait à son bras en criant aux 2 hommes qu'ils n'avaient pas le droit de l'emmener.
Le reste de la pièce était immobile et silencieuse. Mais malgré ses efforts, sa force de vieux monsieur ne faisait pas le poids face au ravisseur. Il fut assommé, et Jeannette dégagée de son étreinte. Alors qu'elle posait un dernier regard sur le corps inerte de son tuteur, elle s'endormit, submergée par la rage. Jeannette se réveilla dans une pièce froide et humide. Elle sentit qu'autour d'elle, des présences lui relevaient le dos pour le reposer sur un mur moussu. Ses yeux fatigués finirent par distinguer un homme et une femme qui la regardaient d'un air inquiet. Ils lui demandèrent comment elle se sentait, mais elle ne parvint pas à s'exprimer. Jeannette plissa les yeux et remarqua derrière un petit groupe de 4 ou 5 personnes affairées. La pièce avait une aura inquiétante. Les murs sans fenêtres y étaient très rapprochés, le plafond était bas, il ne fallait pas longtemps pour comprendre qu'on était dans une cellule. Jeannette était exténuée. Ses poignets étaient douloureux et ses bras couverts de bleu aux endroits où les hommes l'avaient empoignée. Elle ne savait ni où elle était, ni comment se sortir de cette situation. Impossible de se rappeler du chemin pour rentrer. Et avait-elle seulement un endroit où aller ? Et la boutique ? Qu'était-elle devenue ? Avait-elle été pillée ? Le quartier était à présent désert, et sans Hubert ni famille, cela valait-il seulement la peine de retourner d'où elle venait ? Elle resta de longues heures dans un état de choc. Les 2 personnes qui l'avaient aidée à se relever lui lançaient de temps à autre des regards pour s'assurer de son état, et visiblement attendaient le moment propice à la discussion. Jeannette fit la connaissance de ses compagnons d'infortune lorsque l'un d'eux lui apporta la bouillie fade qu'un gardien avait probablement glissée par la chatière de la porte. « Tiens, mon petit, tu vas devoir retrouver tes forces si tu veux te relever. On risque de passer du temps ensemble. Il vaut mieux qu'on se présente. Moi, c'est Momo. » Jeannette resta silencieuse, en fixant avec méfiance le visage souriant de Momo. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est-on ? » dit Jeannette. « Ah ça, bonne question. Tout ce que je peux te dire, c'est que moi et les autres, ici, on est... ou plutôt, on était scientifiques. On nous a appelés lorsque les signaux magnétiques commençaient à s'affoler. Au début, on essayait de comprendre ce qu'il se passait, si la situation n'était pas dangereuse pour les gens, jusqu'au moment où nous avons compris que tout cela ne servait à rien. Les coupures électriques et la perte de la plupart des outils de communication avaient rendu les institutions inefficaces. Tout le monde était en roue libre. Les municipalités, les médias, les associations. Certains ont décidé d'abandonner leurs charges pour se barricader dans ce bâtiment, avec toutes les personnes capables d'aider un peu les gens. Finalement, ils ont fini par tourner en rond, à écouter les mêmes nouvelles. Tous les jours, c'est la même représentation. Ils assoient tout le monde dans l'amphithéâtre et demandent aux gens de donner la même réplique. Et si tu sors de ton rôle, tu es envoyé ici. C'est ce qui se passe maintenant. Bon, tu dois mieux le savoir que moi. Jeannette racontait alors sa journée, non sans laisser échapper quelques sanglots. À la fin de son récit, une des femmes prit la parole. Les perturbations ont dû durer 2 jours, tout au plus, mais ça a suffi pour mettre en place cette pièce absurde. Quoi qu'il en soit, on ne peut rien faire pour eux. Et il faut absolument qu'on sorte de là. Et toi, tu peux nous aider. Amy, tais-toi. On ne sait pas qui elle est. Si ça se trouve, ils l'ont mise là pour nous espionner, lance un homme du coin le plus éloigné de la pièce. On n'a pas le choix. Il faut tenter quelque chose et on n'ira pas beaucoup plus loin avec notre trou. Je crois que je peux pas beaucoup vous aider. La seule fois où j'ai voulu faire quoi que ce soit, je me suis retrouvé ici. Tu sais ce qu'on va te demander ? Tu sais si tu es capable ou pas de faire quelque chose avant de savoir de quoi il s'agit ? Amy la prit par le bras et la ramena auprès du groupe au fond de la pièce. À mesure qu'elle s'approchait, Jeannette distinguait de plus en plus clairement le trou au fond de la pièce et également les minuscules outils de fortune posés à côté de l'entrée qui avaient probablement servi à le creuser. Comme tu peux le voir, on s'est donné du mal et on est un peu à court d'idées pour agrandir ce trou. Et malheureusement, on est tous trop gros pour passer par là. Par exemple, moi, je bloque à mi-chemin avec mes cuisses de cachalot. Ils ont mis 6 heures à me ramener dans la cellule l'autre jour, juste à temps pour la vérification des surveillants. Ça a vraiment failli tout faire capoter. Mais toi, t'es une crevette, ça devrait passer. Tu peux nous aider à exécuter le plan. Jeannette avait beau argumenter qu'elle était loin d'être une candidate adéquate au vu de sa condition d'handicapable, à chaque fois qu'elle donnait une bonne raison de se dérober, Amy répondait « Alors il va falloir s'entraîner à rester calme ». Amy, qui ne connaissait pas le nom pour réponse, lui exposait son plan. Le trou débouche au-dessus de la ventilation, qui elle-même débouche sur un couloir qui donne accès à la tour de contrôle du bâtiment. Dans cette pièce, il faut pirater le système qui verrouille la porte et les fenêtres. Lorsque tu auras fini, tous les gens retenus dans ce bâtiment seront libérés. L'idée est plutôt simple, mais l'exécution le sera un peu moins vu que tu n'as pas exactement une âme d'aventurière. Bon, la moindre difficulté nécessite d'être anticipée au risque que tu t'endormes et que tu restes pendu par les pieds au plafond du couloir. Et on ne peut se permettre d'échec. Tu as donc peu de temps pour apprendre à maîtriser tes émotions, la gymnastique et le codage informatique, sans parler des conditions matérielles. Mais on fera avec. Maintenant, tu ferais mieux d'aller dormir, on commence l'entraînement demain. Le premier jour fut consacré au repérage.
Un des membres du groupe avait miraculeusement subtilisé une carte de la zone. Depuis cette perspective, le bâtiment avait l'air moins alambiqué. De tout son sérieux possible, Jeannette fermait les yeux et se projetait mentalement dans le trajet vers la tour de contrôle. Le deuxième jour, elle commença son entraînement au piratage. Faute d'ordinateur, on avait dessiné avec un bout de craie un clavier et elle tapait frénétiquement toute la journée sur le sol afin d'intégrer parfaitement tous les codes nécessaires. Le troisième jour, Momo supervisa son entraînement physique. Plusieurs séries de squats et de pompes tôt le matin, plusieurs descentes et remontées du trou l'après-midi. Le quatrième jour, elle fut initiée à l'autodéfense. Tout le groupe décréta nécessaire que Jeannette ait quelques bases au cas où elle tombe nez à nez avec un garde de ronde. Après plusieurs heures, il était clair qu'elle avait très peu de talent dans cet exercice et qu'une confrontation mènerait à l'échec de la mission. Mais personne n'osa le dire. Le cinquième jour, Jeannette découvrit le yoga, la relaxation et les rudiments du développement personnel pour conserver son calme intérieur. Le sixième jour, on lui montra comment manier les différents outils de fortune de la cellule pour ouvrir les portes qui se dresseraient devant elle. Ces entraînements s'enchaînaient en rythme soutenu selon ce roulement pendant encore une bonne semaine. Une fois terminée, elle se sentait prête à accomplir sa mission. La veille de l'opération, tout le monde s'était réuni autour d'elle afin de lui donner les dernières forces et la confiance dont elle aurait besoin. Elle demanda à Amy « Et après avoir ouvert les portes, qu'est-ce que je ferais ?»« Je pense qu'il est temps de décider par toi-même ce que tu dois faire. Moi, je pars dans les Landes, à l'observatoire, rejoindre des collègues et voir si je peux être utile. Si ça t'intéresse, tu seras toujours la bienvenue. » Elle s'endormit sereine, persuadée de passer sa dernière nuit dans ce cachot. Le jour J, Jeannette descendit dans le trou aussi facilement que l'on descend les escaliers. Elle dépassa avec une étrange facilité toutes les difficultés qui lui semblaient insurmontables. Elle parcourut mètre sur mètre comme si les parois étaient celles d'un toboggan. Elle tomba rapidement sur la bouche d'aération et vint à bout de ses vis avec une rapidité impressionnante. Elle tomba comme un chat sur le sol du couloir qui menait à la salle de contrôle. Armée de son fil de fer, elle crocheta la serrure en moins d'1 minute. À l'intérieur, elle s'asseya sur le fauteuil face aux écrans, posa ses mains sur le clavier et répéta instinctivement la chorégraphie qu'elle avait apprise. Un petit clic notifia la réussite de son opération et, depuis la salle des moniteurs des caméras de surveillance, elle put observer ses compagnons de cellule prêts à s'enfuir par une des entrées secondaires. Elle mit plus longtemps à apercevoir Hubert qui, soutenu par un inconnu, se faisait amener dans une rue adjacente via un jardin. Elle quitta la pièce juste avant que les gardes ne puissent l'attraper et sortit du bâtiment par une fenêtre. Elle pouvait tourner à gauche et rejoindre Hubert pour voir s'il était encore possible de retrouver la douceur de leur ancienne vie. Elle pouvait se rendre sur la place et prendre le bus pour Bugarache. Elle pouvait se rendre dans les Landes et vivre une vie de découverte à l'observatoire avec Amy. Elle pouvait aller tout droit et marcher vers l'inconnu.